Dans le tableau du règne de la chronique de 1715, Saint-Simon consacre un long développement à la transparente énigme de Madame de Maintenon. Il se justifie de son intérêt pour ce qu'il appelle des bagatelles ou des curiosités ainsi. Je me trouve, je l'avoue, entre la crainte de quelques redites et celle de ne pas expliquer assez en détail des curiosités que nous regrettons dans toutes les histoires et dans presque tous les mémoires des divers temps. On voudrait y avoir les princes avec leurs maîtresses et leurs ministres dans leur vie journalière. Outre une curiosité si raisonnable, on en connaîtrait bien mieux les mœurs du temps et le génie des monarques, celui de leurs maîtresses et de leurs ministres, de leurs favoris, de ceux qui les ont le plus approchés, et les adresses qui ont été employées pour les gouverner ou pour arriver aux divers buts qu'on s'est proposés. Ces bagatelles échappent presque toujours aux mémoires. Elles donnent cependant plus que tout l'idée juste de ce que l'on y cherche, qui est le caractère de ce qui a été, qui se présente ainsi naturellement par les faits. Bien loin donc de relever de l'anecdote, la curiosité pour les maîtresses, les ministres et les favoris des monarques permet de donner, selon Saint-Simon, une idée juste de la politique et des mœurs d'une époque. Ces personnages sont donc au cœur de son projet, écrire l'histoire particulière de son temps. Saint-Simon revendique sur ce point la singularité de son entreprise d'écriture historique, comparée à celle des autres mémorialistes. La faveur, dont il sera question dans cette intervention, qu'elle bénéficie à des maîtresses royales ou à des favoris, peut se définir selon le dictionnaire de Furetière, dont vous avez ici l'article presque en intégralité, on a surligné en jaune les éléments les plus importants. La faveur est une forme de grâce ou de bienveillance d'un souverain à l'endroit d'un de ses sujets. Elle peut également désigner la fortune de celui qui en bénéficie ou encore le crédit qu'il possède. La faveur est donc une relation dyadique, indissolublement affective et politique, qui ne s'exprime cependant pas exactement selon les mêmes termes quand elle se dit au féminin ou au masculin. Alors une précision lexicale qu'il nous semble importante de donner d'emblée, c'est que conformément aux usages qui prévalent sous l'Ancien Régime, nous réserverons le terme de favorite à une relation privilégiée entre deux femmes, dont l'une accorde sa faveur à l'autre, le plus souvent sa domestique. Les femmes entretenant une relation amoureuse, charnelle ou platonique avec un souverain seront quant à elles désignées comme des maîtresses. Nicolas Leroux, sans lien de parenté avec Flavie, dans La faveur du roi, souligne les caractéristiques principales de la faveur royale au masculin, telle qu'elle s'institue comme mode de gouvernement extraordinaire ou absolu, avec l'élévation des archimignons, joyeux et épernons à la fin du règne d'Henri III. La faveur cesse, selon Nicolas Leroux, alors progressivement d'être une manifestation d'amitié entre pairs. Elle permet de distinguer des créatures qui sont l'émanation de la puissance du roi. Ainsi, Jean-François Dubost distingue-t-il, à la suite de Nicolas Leroux, deux imaginaires de la faveur, selon qu'elle apparaît comme ouverte, une forme d'amitié qui tend à égaliser les liens, ou comme fermée, quand elle permet, par la grâce absolue du roi, de créer de nouvelles créatures, de nouveaux favoris. Ainsi devenu l'instrument d'un mode de gouvernement absolutiste, le favori magnifie le pouvoir royal tout en contrant l'influence des grands, qui se veulent traditionnellement les conseillers naturels du monarque. Le favori sert par conséquent une politique royale d'interférence. Issus le plus souvent de la noblesse seconde, mais honorés des plus hautes charges par le roi, les favoris permettent, grâce à leur réseau de clientèle locale, de renforcer et d'étendre l'armature provinciale de l'autorité royale. Ils contrôlent également les réseaux de fidélité et de patronage et assurent ainsi, en redistribuant les libéralités du roi, la soumission de la noblesse à la couronne. Sous Henri III, enfin, mais cela pourrait valoir par la suite, les favoris royaux ont assuré un rôle pédagogique et culturel auprès des élites curiales. Ils ont contribué, comme en Espagne, à réguler très sévèrement l'accès au roi, et ils ont promu, par le raffinement extrême de leur conduite et de leur parure, un nouveau mode de comportement nobiliaire, inspiré notamment d'un certain néoplatonisme italien, dont le courtisan de Castiglione pourrait être la référence majeure. Flavie Leroux, dans l'ouvrage issu de sa thèse, a bien souligné ce qui distingue la faveur au féminin de la faveur au masculin que Nicolas Leroux avait plus particulièrement traité. Contrairement aux favoris, les maîtresses n'ont pas accès au ministère ou aux charges de gouvernement. En revanche, leur relation avec le roi, de par sa nature charnelle, a d'autres implications, l'éventualité d'une maternité et la pluralité des appartenances familiales. Et vous voyez que notre exposé vient croiser des problématiques que l'on a déjà envisagées au cours de cette journée.
C'est donc à cet imaginaire de la faveur que nous allons nous intéresser, puisque Saint-Simon suit avec passion l'évolution des destinées des favoris et des maîtresses dans ses mémoires, son parallèle et ses différents traités, car il souhaite comprendre la singularité de sa destinée et mesurer la décadence politique et morale de son temps. Deux traits saillants nous ont semblé frappants à la lecture des différents textes de Saint-Simon, et notre analyse ne se restreindra pas forcément au corpus des mémoires pour adopter une perspective plus diachronique. D'une part, nous avons été frappés, mais cela a été dit précédemment, par la relative tolérance de Saint-Simon à l'égard de la faveur royale qu'elle s'exerce à l'endroit des favoris ou des maîtresses. Ce n'est pas forcément un mode de gouvernement ou d'influence illégitime en soi. D'autre part, nous avons été frappés par sa complète indifférence à l'endroit de ce que nous avons choisi d'appeler le romanesque galant, qui peut, dans la littérature narrative ou dans la production polémique contemporaine, entourer ces phénomènes. On retrouve ici, nous semble-t-il, deux caractéristiques de l'écriture de Saint-Simon. Tout d'abord, sa préférence pour la narration historique contre un engouement contemporain pour le roman, et d'autre part, l'effacement de la passion amoureuse, de la gamme pathétique explicite de son écriture, et nous renvoyons ici aux travaux de Marc Hersan pour le premier point, et à ceux de Damien Crelier, pour le second. S'il ne s'intéresse donc pas à la dimension amoureuse ou sexuelle de la faveur, Saint-Simon montre en revanche un véritable intérêt pour cette question qui le concerne d'ailleurs au premier chef. Ainsi, nous proposons aujourd'hui de reprendre cette question de la faveur au prisme du genre pour pointer le regard que Saint-Simon porte sur les hommes et les femmes qui en bénéficient. Et je vais commencer cette présentation par un détour du côté masculin de la faveur avant que Flavie n'aborde vraiment la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la question des femmes. Louis XIV semble éprouver, selon Saint-Simon, une certaine appréhension du mot même de favori qu'il ne prononce qu'exceptionnellement, par dérision ou avec une répugnance non dissimulée. Alors que le roi parle un jour de Villeroy, Saint-Simon écrit « Le mot de favori qui n'était jamais sorti de sa bouche lui échappa même une fois. » Le favori, honni, est devenu un mot tabou, une hantise politique et sociale à exorciser, tant il a suscité de polémiques, souvent virulentes, sous les règnes de Henri III et de Louis XIII, tant il a semblé porter atteinte à la dignité royale. Saint-Simon, comme la grande mademoiselle avant lui, cherche donc des euphémismes divers pour parler du favori et rendre compte, non sans effet d'ironie, des réticences royales à l'évoquer. Villeroy est, nous dit-il, traité en favori. Chamillard est un ministre favori, mais d'autres sont simplement des espèces de favoris ou des manières de favoris. Saint-Simon emploie franchement le terme favori en revanche pour parler de l'entourage de Monsieur Philippe d'Orléans, et le terme a là clairement une dimension péjorative et sexuelle, mais ce n'est pas ce cas qui va nous intéresser aujourd'hui. Saint-Simon, toutefois, ne se contente pas d'esquiver par quelques ambages oratoires le problème posé par le favori et d'épouser les réserves de Louis XIV. Son histoire personnelle et familiale le pousse à opérer plusieurs distinctions pour sauver la figure du favori d'un désastre historique annoncé. Aux yeux de Saint-Simon, l'homme par qui le scandale arrive n'est en effet pas le favori, mais bien le bâtard royal, et pas n'importe lequel, celui qu'il appelle lui-même le bâtard favori. En l'occurrence, on en a déjà parlé, le duc du Maine, fils de Madame de Montespan, protégé par Madame de Maintenon. Son élévation constitue, aux yeux du duc et père, une aberration politique, voire une monstruosité historique contre laquelle il n'a de cesse qu'il ne s'insurge. Qu'un roi agrandisse un gentilhomme, nulle indignation, s'il n'enfreint les lois fondamentales qui garantissent l'intégrité du royaume, la hiérarchie sociale et la dignité de la personne royale. Seule la légitimation et surtout la promotion des bâtards royaux à l'ordre de succession au trône peuvent ébranler les fondations symboliques du régime et sa constitution. La transgression des rangs et la mobilité sociale sont alors portées à leur paroxysme. Il est frappant de voir ainsi Saint-Simon transférer sur les bâtards royaux d'Henri IV ou de Louis XIV l'imaginaire négatif et l'opprobre qu'une tradition ancienne appliquait aux favoris ou aux mignons. Le duc du Maine se voit par exemple représenté sous les espèces d'un monstre, d'un maire du palais, d'un titan, d'un nouveau Séjan. Ce déplacement topique dégage le favori de la légende noire qui l'obscurcissait et le rend disponible pour d'autres significations, d'autres investissements axiologiques propres à Saint-Simon, qui se définit d'abord lui-même, et ça arrive dans les toutes premières pages des mémoires, comme le fils d'un favori de Louis XIII. Son père étant le duc Claude de Saint-Simon, comme vous le savez.
Le caractère systématique du parallèle des trois premiers rois Bourbons rend la démonstration d'autant plus éclatante. Saint-Simon oppose deux conceptions du favori. Il réunit dans un chiasme historique éloquent les figures de Louis XIII et de Louis XIV. Celui-là, Louis XIII, semble gouverné par ses favoris, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Celui-ci, Louis XIV, prétend gouverner seul, mais il est en vérité manipulé par son entourage, la clique des Lauzun, La Rochefoucauld, Chamillard, Silly à la fortune inespérable, nous dit Saint-Simon, Tracy, Villeroy, Villars. Le parallèle cherche à maintenir une juste proportion entre des conjonctures historiques et des personnalités royales différentes pour produire un jugement historique équitable dont Louis le Juste sort finalement vainqueur. Saint-Simon pratique ainsi une anatomie qui sonde les intentions et les vertus des trois premiers rois Bourbons, sans se contenter, comme d'autres historiens ou historiographes, d'évaluer leur réalisation effective. Par conséquent, et Saint-Simon reconfigure ou réécrit un peu l'histoire telle qu'elle était écrite à son époque, ni les Concini, les favoris de Marie de Médicis, qu'il qualifie aimablement de lit de la cour, ni Luynes, ni Richelieu, ni même Saint-Marc, ne sont à proprement parler, selon lui, des favoris de Marie de Médicis ou de Louis XIII. Leur prépondérance, leur agrandissement, comme on dit à l'époque, leur disgrâce éventuelle, ont été rendus nécessaires par des circonstances historiques, peut-être sourdement conduites par la Providence. Prenons l'exemple du duc de Luynes, qui est devenu, un peu avant sa mort, le connétable de Louis XIII. Luynes aurait, selon Saint-Simon, profité tout simplement de l'éducation bâclée de Louis XIII, maintenue par sa mère, Marie de Médicis, et son entourage, dans la solitude et l'ignorance. Et cette éducation est comparée à un sépulcre ou à un cachot. Dans la note sur les duchés péris consacrée au duc de Luynes, Saint-Simon se fait l'écho des libelles diffamatoires répandues contre le connétable et raille la vaine fulgurance de sa faveur qu'il se plaît à schématiser, voire à caricaturer à la plume. Là, nous sommes désolés, nous aurions aimé photographier le manuscrit original conservé aux archives diplomatiques, mais les archives étaient fermées les jours derniers, donc on espère compenser ce manque pour la publication. Mais vous voyez ce qu'il y a de savoureux dans cette esquisse de la carrière de Luynes, ce sommaire, comme il le dit lui-même, dessiné par Saint-Simon, c'est-à-dire qu'on voit que d'une façon très accélérée, dans les dernières années de la vie du duc, se succède son accession aux charges et aux titres les plus élevés. Et Saint-Simon commente, d'une façon là encore pleine de sel, ce schéma. Jamais de fortune si rapide, si prodigieuse, si complète, et jamais aussi de si courte. En un mot, pour premier grade militaire, être connétable et mourir dans les 9 premiers mois, comme s'il y avait une antigestation ici de la faveur. Et il ajoute encore, avec une comparaison animalière peu flatteuse, on peut dire qu'il n'a vécu que 4 ans, puisque 39 ans taupe, il n'a été aigle que 4. Et voilà le monde et les plus inouïes fortunes, et encore avec quels amers assaisonnements. Aussi bref fut-elle, néanmoins, la fortune de Luynes aura permis l'émancipation du roi, libéré de la tutelle de la reine-mère après le coup de majesté du 24 avril 1617, où Luynes, selon Saint-Simon, aurait aidé Louis XIII à se débarrasser du couple Concini. Même raisonnement chez Saint-Simon concernant Richelieu. Il a été choisi et nommé principal ministre par Louis XIII parce qu'il lui permettait de mener une politique affranchie du parti dévot soutenu par les deux reines, Marie de Médicis et Anne d'Autriche, mais également une politique affranchie du parti protestant qui menace toujours de devenir un État dans l'État. Bref, selon Saint-Simon, le détachement et le mépris de soi qui caractérisent Louis XIII l'ont contraint à accepter qu'aux yeux de la postérité sa gloire apparaisse comme offusquée par l'action de certains de ses sujets, alors que lui seul en réalité aurait tenu le timon de l'État, notamment dans les heures de crise comme le siège de La Rochelle. À l'inverse, l'orgueil de Louis XIV l'a conduit à s'entourer de flatteurs et d'adulateurs qui l'ont gouverné sous l'influence de Madame de Maintenon, pour laquelle Saint-Simon n'a jamais de mot assez dur, sans qu'il s'en rende compte. À l'humilité de Louis XIII répondrait la franchise et la confiance de ses serviteurs. À l'amour-propre de Louis XIV répondrait l'aberrante folie et l'extravagance capricieuse de favoris, d'autant plus puissants qu'ils ne sont pas toujours reconnus pour tels, comme le maréchal de Villars, le duc de Villeroy et surtout le duc de Lauzun, longtemps, nous dit Saint-Simon, le plus favori de Louis XIV. Et je vous donne simplement des citations qui, cette fois-ci, sont extraites de la note sur les duchés péris et pas des pages les plus célèbres des mémoires que l'on cite très souvent.
Attentif à toutes les formes de singularité humaine, Saint-Simon décrit avec passion ce duc de Lauzun qui lui apparaît rétrospectivement comme un de ces prodiges de fortune et de singularité uniques qui font la curiosité de leur temps et de ceux encore qui les suivent, et que personne n'a défini avec tant de précision et de justesse que le célèbre La Bruyère, qui a écrit de lui, c'est le caractère consacré à Straton, qu'il n'est pas permis de rêver comme il a vécu. Et il ajoute, ce qui montre une forme de caprice de la faveur qui se retourne sur elle-même, il s'importunait de tout, jusque de sa faveur, qui était pourtant la chose à laquelle il était le plus attaché. Sous le regard du mémorialiste qui prétend percer à jour les masques sociaux et dévoiler les impostures historiques, les favoris de Louis XIII ne sont donc pas taillés dans la même étoffe que ceux de Louis XIV. Quelles qu'aient pu être les calomnies répandues par Bassompierre ou Talleyrand des Réaux, la relation qu'entretint Louis XIII avec ses favoris successifs, et en particulier avec le duc Claude de Saint-Simon, le père du mémorialiste, est présentée comme un rapport d'élection et de confiance réciproque. Louis XIII, seul contre tous, sut reconnaître à sa juste valeur la personne et le mérite de Claude de Saint-Simon, auquel il conféra la dignité ducale. Et en retour, Louis de Saint-Simon se veut le témoin unique de la réputation injustement diffamée de Louis XIII. De son père, Saint-Simon déclarera d'ailleurs que la faveur fut sans envie, reprenant ainsi le titre d'un libelle apologétique publié en 1615 et diffusé également au même moment dans le Mercure français. Le roi et son favori sont donc, selon Saint-Simon, des pairs au sens originel du terme. Cette relation, telle que Saint-Simon la célèbre aussi dans les annotations qu'il porte aux mémoires de Fontenay-Mareuil, est nimbée d'une forme d'aura chevaleresque. Pourtant, Saint-Simon ne se contente pas de faire revivre une idéologie féodale désuète et en grande partie fantasmée. La relation idéale qui se noue selon lui entre le roi et son favori, en l'occurrence le duc de Saint-Simon, dépasse également le cadre de l'amitié nobiliaire empreinte de stoïcisme, si caractéristique du 1er XVIIe siècle. Saint-Simon la peint sous des couleurs personnelles et somme toute inédites, teintées par la sensibilité de son temps à lui, le temps des philosophes du XVIIIe siècle. Une amitié intime, une relation pédagogique, un lien de confiance et de fidélité qui constitue, selon Saint-Simon, le véritable sens de la pairie originelle, le fondement de la monarchie authentique qui sait garantir le respect des rangs et la reconnaissance du mérite. Il écrit ainsi, à propos de son père, le duc Claude, et de sa relation avec Louis XIII, outre sa dignité, ses charges et ses biens, qu'il devait en entier à Louis XIII, n'ayant jamais rien eu de sa maison, c'était à ses bontés, à son amitié, au soin paternel de le former, à sa confiance intime et entière qu'il était le plus tendrement sensible, et c'est à cette privation, non au changement de fortune, qu'il ne se put jamais accoutumer. Ce favori idéal devient ainsi l'aune à laquelle Saint-Simon mesure la décadence historique qui assombrit ses années, l'origine perdue d'un ordre social qu'il défend avec la dernière énergie, le mythe personnel qui vient autoriser sa prise de parole. Cette figure historique, bien entendu sublimée par la piété filiale, soutient son ambition politique de conseiller, et souvenons-nous que Saint-Simon a cru pouvoir exercer un temps cette fonction auprès du duc de Bourgogne ou du régent, mais également cette figure idéale soutient sa profession effective de parésiaste dans l'écriture historique. Ainsi, dans le préambule des mémoires, nommé « S'il est permis d'écrire l'histoire », Saint-Simon vante-t-il ses favoris à portée de tout dire, qui, comme Mécène avec Auguste, incarne l'idéal paradoxal d'une charité véridique qui accepte de nuire d'une façon très radicale à la réputation et à la fortune d'autrui. Merci Delphine. J'enchaîne donc avec le pendant féminin qui nous occupe aujourd'hui, mais à mon avis, il était nécessaire de faire ce détour. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à travers les questions qui ont été posées par le masculin, pour comprendre ce regard très spécifique de Saint-Simon. Alors bien évidemment, ce regard qu'il porte sur les maîtresses des 3 premiers Bourbons est aussi, et j'ai même envie de dire de manière plus évidente encore, à l'avantage de Louis XIII. Ça semble bien sûr tout naturel, puisque le comportement de ce roi à l'égard des mœurs est considéré à peu près par tout le monde, mais en particulier par Saint-Simon, comme irréprochable, et même à la limite de l'incomparable. Je donne cette citation que je trouve assez caractéristique. Ce n'est pas que l'amour n'ait point eu de prise sur lui, mais il a su s'en défendre et le dompter. Quelle force sur soi-même, quel prodige dans un jeune roi amoureux, mais quel contraste avec son père et son fils, et avec presque tous les rois du monde. Cette assertion
s'appuie notamment sur une anecdote qui met en scène le duc Claude et que vous connaissez, j'imagine, tous. Épisode donc, où le duc Claude était conduit après avoir proposé à Louis XIII d'être son ambassadeur et de conclure bientôt son affaire, ce sont les termes de Saint-Simon, avec Marie de Hautefort, qui plus tard sera la maréchale de Schomberg, dont tout le monde savait Louis XIII véritablement amoureux. Et donc finalement, plutôt que de profiter de cette occasion et donc de sa position de monarque, Louis XIII va choisir de se préserver du péché et du scandale et va garder cette distance avec la demoiselle, de même d'ailleurs plus tard qu'avec Louise de Lafayette, et d'ailleurs va pardonner au duc de Saint-Simon cette audace, mais lui le prévient qu'il ne devra surtout jamais tenter à nouveau ce type de proposition. Donc il n'est nul besoin, finalement, pour traiter de la faveur au féminin, d'opérer ce travail de réhabilitation similaire à celui mené pour les favoris et que vient d'éclairer Delphine Amstutz. Louis XIII, dans ce domaine, évidemment, surpasse et de loin son prédécesseur et son successeur. Et pourtant, Saint-Simon décide de se saisir de la question, cette question de la faveur au féminin, et d'y consacrer plusieurs pages. Mais à mon sens, le but est un peu différent, il décale un petit peu son regard. Il s'agit finalement moins d'encenser le roi qui a protégé son père que d'accabler celui dans la cour duquel il dit, je cite, « avoir passé ses plus belles et ses plus nombreuses années dans l'habitude du plus religieux respect ». Vous allez le voir, c'est à nuancer. D'ailleurs, au moment où il aborde cette question dans le parallèle, cette question qu'il appelle les mœurs, il exprime une certaine réticence, il se montre assez prudent, ce qui ne l'empêche pas d'épiloguer, que ce soit d'ailleurs dans le parallèle ou dans les mémoires, sur le sujet. Alors, dans ces pages, je dois admettre que j'ai été un petit peu surprise de la relative tolérance dont Saint-Simon fait preuve à l'égard des maîtresses royales elles-mêmes. Sauf pour Madame de Maintenon, on en a déjà parlé, mais je pense que l'intervention de Julie Hoscan a permis de bien comprendre la singularité de ce personnage que finalement Saint-Simon considère davantage comme l'épouse illégitime du roi que comme une maîtresse du roi. Et finalement, ce n'est pas tant l'amour que, et je reprends une expression de Saint-Simon, ces pernicieux effets, à savoir, et là encore ce sont ces mots, ces détestables fruits qu'il rejette et auxquels il associe, je cite à nouveau, le scandale qui a rempli l'Europe, a confondu la France, a ébranlé l'État. Rien que ça. Alors, il ne fait pas toujours porter la responsabilité de ce scandale sur les deux parents fautifs. Au contraire, il va, au moment d'attribuer cette responsabilité, alourdir encore les charges qui pèsent sur Louis XIV en comparaison avec Henri IV. Et donc, aujourd'hui, plutôt que de vous parler longuement des maîtresses de Louis XIV qui ont déjà été étudiées, je voulais aussi aborder celle d'Henri IV, dont il est largement question dans le parallèle. Donc Saint-Simon, bien évidemment, n'est pas complètement dupe. Il pointe bien évidemment ce qu'il appelle la faiblesse du premier Bourbon pour les femmes, précise-t-il, qui fut son plus grand et son plus funeste écueil. Néanmoins, il finit par lui trouver à ce premier Bourbon des circonstances atténuantes. Ses mauvaises habitudes en la matière remontent à sa jeunesse et aux premières années difficiles de son règne, comme pour tromper tant de mésaises et de travaux continuels. C'est un roi vraiment laborieux. Et finalement, ses maîtresses lui permettent de trouver meilleure compagnie que celle, c'est un adjectif qu'il utilise à nouveau, fâcheuse de ses épouses, et notamment de la seconde, Marie de Médicis. Donc Henri IV, quelque part, est excusé par Saint-Simon et ce sont ses maîtresses qui se trouvent alors accusées de vouloir faire leurs enfants rois et fils de France, pour reprendre son expression. La première, Gabrielle d'Estrées, s'approche au plus près du trône, après avoir obtenu par la force, c'est en tout cas comme cela que Saint-Simon présente les choses, la dissolution de son premier mariage, puis une promesse d'union royale. Elle n'oubliait rien pour épouser Henri IV, écrit-il, faire mettre sous le poil les enfants qu'elle en avait, faire l'aîné dauphin. La seconde maîtresse d'Henri IV, en fait la plus importante après Gabrielle d'Estrées en termes de durée, Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil, est pire encore que la précédente, puisqu'elle est elle aussi forte d'une promesse de mariage qu'elle aurait arrachée à Henri IV, et à partir de cette promesse, elle va entraîner sa famille dans un complot avec l'Espagne,
complot qui, et je cite à nouveau Saint-Simon, complot qui reconnaîtrait le petit Verneuil, donc son fils naturel, dauphin, elle-même reine de France, et traiterait la reine Marie de Médicis de concubine. Conséquemment, le dauphin, donc le futur Louis XIII, c'est là le plus grave bien évidemment, serait traité de bâtard. Henri IV, par sa faiblesse, a formé les monstres qui l'ont pensé perdre. Mais Saint-Simon minore sa responsabilité par sa situation personnelle, un passé tumultueux, 2 épouses ennemies, ainsi que le besoin impérieux pour perpétuer sa dynastie naissante d'avoir rapidement des héritiers. La situation est bien évidemment tout autre pour Louis XIV. Saint-Simon parle de sa jeunesse comme étant à l'abri des embûches. Bon, c'est quand même un petit peu fort de café, mais pourquoi pas. Une mère régente qui prévient toute velléité de mésalliance. Une épouse aimable, fidèle, attentive à ses devoirs. Rien donc en tout de plus éloigné que l'état de la jeunesse de ces 2 princes, Henri IV et Louis XIV, quant à la licence des mœurs et à la situation domestique de toute leur vie. Non seulement Saint-Simon ne trouve aucune excuse au 3e Bourbon, mais il lui attribue en outre l'entière responsabilité des déviances auxquelles conduisent ses amours, à savoir le double adultère, puisqu'il choisit pour maîtresse des femmes mariées, ce qui n'était pas le cas d'Henri IV, selon Saint-Simon. Double adultère qui en plus est public, répété et en présence de l'épouse royale, d'où l'image du sérail qu'il va mobiliser à plusieurs reprises. Mais aussi et surtout, autre déviance plus importante, plus grave, l'élévation abusive des enfants naturels. Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais quand même, je vous donne cette citation. Enfants dont il fait des tyrans et des dieux, tandis qu'Henri IV, en son temps, les avait seulement fait trop grands. La nuance est importante. À cet égard, donc cette question de l'élévation des enfants naturels, la faute revient entièrement au roi, Louis XIV, et non aux maîtresses, selon Saint-Simon. Chose étonnante, Saint-Simon veille même à dédouaner ses maîtresses. Louise de la Vallière, sans surprise, la maîtresse repentie par excellence, apparaît sous sa plume honteuse de son état, au point même de refuser la reconnaissance de ses enfants, ce à quoi Louis XIV, ce dont Louis XIV ne tiendra pas compte. Plus surprenant encore, même si Saint-Simon reconnaît ses humeurs, sa hauteur, ses airs de reine, Madame de Montespan est elle aussi absoute, comme ayant été arrachée à son mari, c'est comme ça qu'il présente les choses, et supplantée par Madame de Maintenon qui se substitue à elle, aussi bien dans la faveur du roi que dans l'affection de ses enfants. Là, finalement, intervient l'erreur ultime de Louis XIV, puisque lorsqu'il va élever ses enfants bâtards, il ne va pas répondre à une attente légitime des mères de ses enfants, mais il va plutôt se soumettre au crédit de son épouse secrète et illégitime, qui plus est, qui n'a pas elle-même d'enfant et qui n'est pas mère. Tandis que Louis XIII, par ses mœurs irréprochables, se distinguait de presque tous les rois du monde, son fils, et là je cite encore Saint-Simon, n'a de même point de semblable ni rien qui en approche de tous les siècles, mais pour des raisons totalement inverses. Il élève en effet ses enfants naturels trop haut et trop vite, sans aucune raison valable, et sous l'impulsion de sa vieille épouse, évidemment c'est encore Saint-Simon qui écrit, et du bâtard dont elle a été l'amie. Cette lecture orientée de l'histoire des rois Bourbons n'est pas sans questionner sur les choix faits par Saint-Simon pour construire son récit. Il retient clairement les épisodes qui vont dans le sens de sa démonstration, et donc là je rejoins complètement ce que disait Julie tout à l'heure. Pour expliquer la fragilisation de la dynastie, il va minimiser la responsabilité d'Henri IV en accentuant celle de ses maîtresses, et il n'hésitera pas à cette fin à exagérer les ambitions politiques de ces femmes. Gabrielle d'Estrées, donc, qui apparaît sous sa plume comme une machiavélique reine en puissance, prête aux plus terribles menaces pour écarter un mari gênant, c'est vraiment un point de vue totalement biaisé. Il y a d'autres sources qui démentissent totalement cette version des faits. Le cas le plus emblématique à cet égard, c'est celui de la marquise de Verneuil. Saint-Simon opère de nombreux raccourcis en ce qui la concerne, voire même des contresens, lorsqu'il relate la question de la trahison. Aucune preuve tangible de son temps et jusqu'à aujourd'hui n'a pu être avancée pour accréditer cette thèse d'une conspiration qui visait à évincer la reine et le dauphin. Saint-Simon va même jusqu'à parler d'un traité original qui aurait été signé entre les Entragues et la couronne espagnole, donc document qu'il brandit comme une preuve ultime. Or, ce traité n'a jamais été retrouvé et d'ailleurs, il n'a probablement pas existé.
Quand on regarde les pièces du procès, parce qu'il y a bien eu une affaire quand même, donc un procès et un certain nombre de pièces, mais à aucun moment cette documentation ne permet de faire état de ce complot. Et finalement, l'accusation principale qui est retenue, c'est un projet de fuite en Espagne d'Henriette d'Entragues en cas de régence de Marie de Médicis, de crainte de subir ses foudres. Peut-être pas complètement à tort. Donc, vous le voyez, pour le règne d'Henri IV, Saint-Simon associe aux maîtresses la menace d'un renversement dynastique et il va procéder complètement à l'inverse pour le règne de Louis XIV, insistant cette fois plutôt sur le rôle personnel du roi. Et donc, les maîtresses, à ce moment-là, vont en quelque sorte passer au second plan et donc être plus considérées comme des génitrices que comme des mères à proprement parler. Et pourtant, là encore, on est loin de la réalité historique, en tout cas telle que d'autres sources nous permettent de l'appréhender. Puisque, pour Louise de La Vallière, effectivement, elle était quand même assez distante. En revanche, c'était loin d'être le cas de Madame de Montespan, dont la mémoire a vraiment été dessinée par certains de ses ennemis, comme Madame de Maintenon. Et donc, contrairement à l'image qu'on a d'elle d'une mauvaise mère ou d'une mère désintéressée, c'était au contraire une mère assez engagée pour porter l'établissement de ses enfants légitimés. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on pourra en parler si vous le souhaitez dans l'échange. Mais elle est loin d'être sacrifiée par son aîné, le duc du Maine, à Madame de Maintenon, comme Saint-Simon veut bien nous le faire croire. Même si elle n'a jamais été reconnue officiellement comme la mère de ses enfants dans les lettres de légitimation, reste que c'est à elle que Louis XIV confie tous les trimestres l'argent pour assurer leur entretien. Donc c'est vraiment elle, la gestionnaire du quotidien de ses enfants. Elle encadre aussi les équipes qui sont recrutées pour leur éducation. C'est elle qui choisit Madame de Maintenon. Et c'est elle qui s'occupe des derniers-nés que Madame de Maintenon n'a pas en charge. Enfin, elle joue aussi un rôle de premier plan dans la construction du patrimoine et de la carrière du duc du Maine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il suffit de mentionner la donation de Mademoiselle en 1681 ou la charge de général des galères que Maine récupère de la famille de sa mère, tout simplement. Rien de tout cela ne transparaît dans les écrits de Saint-Simon, qui semble vouloir faire oublier Madame de Montespan, ou du moins éviter de l'associer à son réquisitoire contre les bâtards royaux. Cette complaisance, de même que celle vis-à-vis de certains des favoris de Louis XIII, résulte bien évidemment de l'histoire familiale de notre duc, Madame de Montespan étant, on l'a dit, une parente éloignée de sa mère. Donc quelques mots pour conclure. Confrontés aux écrits polémiques et aux récits historiographiques produits par les contemporains, les mémoires et les divers traités rédigés par Saint-Simon pendant le règne de Louis XV, ne l'oublions pas, offrent des premiers rois bourbons, de leur maîtresse ou de leurs favoris, une image singulière. Celle-ci marque les esprits au point qu'à la fin du XVIIIe siècle, 19e, l'on imagine aisément une maîtresse royale comme Madame de Pompadour se saisir de cette image pour se l'approprier. Donc là, on renvoie aux mémoires apocryphes du duc de Richelieu, mais dans lequel on fait lire à Madame de Pompadour Saint-Simon pour justement prendre des renseignements sur le traitement des maîtresses royales. Loin d'être vilipendée, la faveur royale est considérée avec une relative indulgence et observée avec une curiosité avide. Saint-Simon compare les maîtresses d'Henri IV et de Louis XIV, les favoris de Louis XIV et de Louis XIII. Si Madame de Maintenon, toujours désignée comme une parvenue et comme l'épouse de Louis XIV plutôt que comme maîtresse royale, concentre le scandale et l'opprobre, le favori de Louis XIII, le duc Claude évidemment, pas le duc de Luynes, et la maîtresse royale par excellence que fut Madame de Montespan, échappe à toute censure morale et à toute sanction politique. Se répondent de façon antithétique trois figures fascinantes qui symbolisent chacune la puissance de la faveur royale d'une façon à la fois exacerbée et problématique. Saint-Simon réinterprète ainsi les événements de son temps à l'aune de son parcours personnel pour légitimer sa propre histoire et celle de sa famille. Merci pour votre écoute.